Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Je suis Stéphane Sandre, directeur de programme délégué adjoint. Sur le programme Expadon 2, nous allons prendre encore quelques minutes pour laisser tout le monde arriver. Et puis nous démarrons notre séquence. Nous avons pas mal de choses à vous présenter. Euh, Vraiment, il faut vraiment qu'on démarre là dans les 2-3 minutes qui viennent. Je vous propose de patienter. Je vais proposer à mes collègues Manuel Ayag et Gabriel Bergot de nous rejoindre, de me rejoindre en scène s'ils sont disponibles. Je crois qu'il y a également Guy, si tu es là, tu peux monter aussi sur scène. On va faire un rapide tour de table, présentation. Ah non, je peux pas. Manuel. Gabriel, tu peux nous rejoindre sur scène, monter sur scène. Je n'arrive pas à le faire monter sur scène. Bon, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette première session de formation à la téléprocédure certificat. Nous allons vous présenter en détail. Nous allons vous présenter un peu déjà le contexte aujourd'hui de Expadon 2, où nous en sommes, où nous souhaitons aller, et puis nous rentrons dans le vif du sujet en vous proposant de vous former à la fois sur les parties habilitation, enfin connexion, habilitation, et puis bien évidemment l'utilisation de la téléprocédure et la demande de vos certificats via ce nouveau service Expadon 2. Le but du jeu étant de vous rendre le plus autonome possible, même si la mise en production réelle des certificats produits carnés va être légèrement décalée dans le temps de quelques jours. Nous en reparlerons tout à l'heure. Donc, vous ne pourrez pas immédiatement utiliser, mettre en pratique ce que nous aurons présenté aujourd'hui sur la téléprocédure, mais vous pourrez le faire d'ici quelques jours. Bien. Je cède la parole à ma collaboratrice Manuela, avec qui nous allons travailler en binôme pour cette animation, pour vous présenter un peu le fonctionnement de ce webinaire. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette formation pour Expadon 2. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui l'outil, donc comment réaliser des demandes de certificats sanitaires. Donc, pendant cette formation, vous avez différents moyens pour communiquer avec nous. Vous avez la partie chat pour bien nous dire si vous entendez bien, si vous avez du son, si vous voyez les différentes informations qui sont diffusées. Donc, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions.
Et si vous avez des questions, on va dire un peu plus techniques par rapport à l'outil ou les choses qui vous sont présentées, à ce moment-là, allez plutôt dans la partie questions, parce que ça me permettra de pouvoir, enfin ça nous permettra de pouvoir répondre directement à vos questions. Et on va tout au long de la formation prendre des temps où on va revenir sur les questions qui auront été posées pour pouvoir, voilà, pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions. Et si vous avez des problèmes avec le son ou la vidéo, vous avez deux bulles d'aide. Donc au-dessus de la partie chat et questions, vous avez un lien des problèmes avec le son. Vous pouvez vérifier que tout fonctionne bien et également une bulle d'aide. Voilà. Bonne formation à tous. Alors, sauf erreur de ma part, je pense que Stéphane, on ne t'entend pas. Oui, j'avais enlevé le micro pour ne pas créer de nuisance sonore. C'est l'arroseur arrosé, excusez-moi. Et donc je disais, et pour répondre à vos questions, nous avons la chance donc du coup d'avoir Gabriel Bergot, alors qui malheureusement n'arrive pas à monter sur scène là immédiatement. Donc, on va essayer de trouver une solution. Mais en tout cas, il est derrière son écran. Gabriel étant notre référent national. Eh ben voilà. Eh bien, Bonjour, un petit changement d'ordinateur et ça marche mieux. merci Gabriel. Bonjour. Donc, merci à toi d'être présent. On sait que ton temps est précieux. Alors, n'en profitez pas pour lui poser toutes les questions sur la certification sanitaire export. Mais voilà, en tout cas, on essaiera au mieux de répondre à vos questionnements. Je vous propose de commencer. Donc, Gabriel et Manuela, je vous laisse quitter la scène et je vais essayer de remettre notre slide. Vous voyez le support en grand? C'est bon? Tout est visible? Ok. Allez, on y va. Alors, donc je vous disais, on va essayer de faire ça en 3 étapes et vous avez dans le support des annexes sur lesquelles on reviendra si jamais on a des questions sur des points précis. Et l'idée était aussi de faire un support qui soit relativement autoporteur, donc qui est beaucoup plus complet que nécessairement ce que je vais vous présenter ici dans un temps limité, parce que à l'usage avec vos confrères des produits laitiers, les formations commençaient à devenir un peu trop longues. On n'était pas loin des 2 heures, voire une fois on est passé à 2h30, c'est beaucoup trop long, donc on va essayer de tenir en 1 heure, 1h30 maximum. Et je vous renverrai au support pour avoir plus d'informations et au guide utilisateur que vous pouvez télécharger sur le site Expadon 2. Alors, une question sur la récupération du support. Oui, vous allez pouvoir récupérer le support. Alors, initialement, nous avons une fonctionnalité dans l'outil Livestorm que nous utilisons pour nos webinaires qui nous permet vous permet de télécharger, mais en fait, côté animateur, on est à l'aveugle, on ne sait pas où et comment vous le faites. Donc, ce qu'on préfère, c'est qu'au terme de cette réunion, puisque vous êtes inscrit, on a vos coordonnées, donc on va vous adresser par mail l'ensemble en tout cas ce support-là. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Très brièvement, qu'est-ce qu'Expadon 2? Expadon 2, c'est le portail de téléservice et un portail parce qu'il héberge plusieurs applications de l'administration qui vise à regrouper à la fois l'ensemble des informations relatives aux conditions d'exportation, aux conditions sanitaires et phytosanitaires d'exportation des animaux vivants, des denrées d'origine animale et d'origine animale, du matériel génétique, des sous-produits animaux, de l'alimentation animale et puis des produits d'origine végétale également. Donc c'est le programme Infocom qu'on verra un peu plus loin. Et puis Expadon 2, c'est toujours un programme qui a vocation à devenir un peu le guichet unique pour toutes vos démarches.
que ce soit donc des recherches d'informations comme je l'évoquais, ou les déclarations auxquelles vous êtes soumis. Donc notamment les déclarations d'agrément, toutes les démarches relatives aux agréments des établissements sanitaires qui sont obligatoires pour accéder à certains marchés. Mais nous ne reviendrons pas sur ce sujet-là qui est en production depuis 2018 et accessible depuis le portail Expadon 2. Le cas échéant, si vous avez des questions, vous pourrez nous les adresser et les adresser aux boîtes aux lettres, au courriel évoqué un petit peu plus loin en matière d'assistance. Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment vous présenter le téléservice certificat qui vise à dématérialiser ce qui vous occupe fréquemment au quotidien ou en tout cas très régulièrement. Donc la dématérialisation du certificat export. Vous avez ici listé nos grands objectifs qui sont bien évidemment de permettre une plus grande fluidité de ces procédures, tant pour vous, opérateurs, que pour l'administration dans le traitement de vos demandes et dans l'analyse de ces demandes et dans la visibilité sur ces demandes à plus long terme. Évidemment, qui dit administration électronique, dit, on l'espère, un encouragement à de nouveaux acteurs de se lancer à l'export. On sait tous que c'est un facteur de compétitivité et de richesse pour notre nation. Il est important et donc tous nos efforts concourent bien évidemment à ce but. Le programme Expadon 2 figure parmi les grands projets de système d'information de l'État et l'administration y consacre depuis plusieurs années, depuis 2014, des efforts tant en termes budgétaires que en termes de ressources assez conséquentes. Et quand je dis administration, c'est évidemment le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais aussi l'établissement public France Agrimaire, qui copilote depuis le début du programme Expadon 2. Expadon 2 a vocation à remplacer Expadon 1, enfin, je vais désigner par le terme Expadon 1 pour plus de facilité dans le reste de cette formation. Nous n'y parvenons pas encore complètement, mais nous allons en reparler. Et enfin, Expadon 2 a vocation aussi à se conformer à l'évolution du contexte réglementaire et concurrentiel dans lequel vous évoluez et nous évoluons, en allant vers, si possible, une plus grande dématérialisation, voire tendre à la dématérialisation complète de ces démarches, c'est-à-dire le zéro papier, concrètement, tout en maintenant le niveau de confiance que nos partenaires économiques, que vos clients ont dans notre système de certification et de sécurité sanitaire des aliments et des produits d'origine animaux. Et donc, c'est bien évidemment notre objectif à toutes et à tous. Vous avez dans les slides suivantes, vous en avez 5 ou 6, un résumé des différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées progressivement à la téléprocédure certificat. La première version de la téléprocédure certificat a été mise en service en février 2020 à destination uniquement des exportations de lait et de produits laitiers. Et nous l'avons progressivement amélioré en concertation avec nos usagers, donc vos représentants et les services déconcentrés, les représentants des services déconcentrés que sont les directions départementales en charge de la protection des populations. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces diapositives, mais tout ça pour vous faire comprendre que nous sommes dans une démarche d'amélioration continue du service, puisque nous avons eu une mise en service, c'est ce que veut dire l'acronyme ici MES 01, MES 02. Nous en sommes à la 5e mise en service là, qui va avoir lieu
dans les prochains jours. Et donc, à chacune de ces mises en service, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités à l'écoute de nos utilisateurs. Mais on est bien conscient que voilà, le travail est encore perfectible et on ne doute pas que il y aura de votre part, hein, puisque vous êtes un nouveau public, des demandes et on essayera d'y répondre au mieux. Comme je vous le dis, je ne rentre pas dans le détail, mais ces informations ne sont pas confidentielles et vous pourrez en prendre connaissance a posteriori de cette formation en consultant ce support. Je vais m'arrêter sur celle-ci, donc la MES 05, la mise en service 05, qui doit intervenir, encore une fois, dans les tout prochains jours. Nous avions ce matin une réunion à ce propos. On a, comme pour tout projet informatique, des petits aléas de dernière minute, mais nous espérons bien le mettre en ligne cette semaine ou la semaine prochaine. Et cette mise en service va coïncider alors, dans les jours qui suivront, donc dans le courant du mois de novembre, avec la mise en production de nouveaux modèles, donc l'extension de notre périmètre d'activité au-delà du cercle des exports laits et produits laitiers, donc à un nouveau domaine, le vôtre, les viandes et produits carnés. Et vous avez ici, en bas de diaporama, un aperçu de la prochaine mise en service qui est programmée pour le début de l'année 2022, qui vient apporter de manière assez équilibrée des évolutions et des améliorations pour simplifier le parcours utilisateur, tant côté opérateur que côté service déconcentré. Et nous aurons à cette occasion deux grandes parties de fonctionnalités qui vous intéressent et qui vous concernent en premier lieu. C'est tout ce qui concernera le certificat Chine Viande, dont on connaît toutes et tous la sensibilité, puisque on doit, cela s'accompagne d'une obligation de pré-notification aux autorités chinoises et le certificat ne souffrant pas les approximations dans la manière de le saisir. Enfin, il y a une très forte sensibilité des autorités chinoises à un formalisme de ces certificats et du coup on a un certain nombre de contrôles et de fonctionnalités de contrôle ou d'aide à la saisie de ce certificat qui ne seront livrés que donc à l'occasion de cette prochaine mise en service. Donc là, en résumé, vous pourrez faire des exports sur d'autres destinations que la Chine. Pour la Chine, ce sera qu'à compter de 2022. Et puis, nous aurons, après plusieurs mois de travail, collaboration avec certains gros opérateurs de la filière laitière, la mise en service d'un canal particulier, d'un service supplémentaire aux opérateurs, qu'on désigne par le vocable de plateforme d'échange numérique, et qui peut intéresser certains d'entre vous, qui vise à automatiser en quelque sorte vos demandes depuis votre système d'information. Votre système d'information est interfacé avec notre système d'information. Les machines parlent aux machines et donc vous n'avez pas à ressaisir vos demandes sur le web comme je vais vous le présenter ici. Donc si certains d'entre vous, je n'en reparlerai pas dans le reste de la formation, mais si certaines de vos entreprises peuvent être concernées, qu'ils n'hésitent pas à se manifester auprès de vos fédérations pour qu'on puisse envisager des réunions d'information sur le sujet. Alors, où en sommes-nous du programme Expadon 2 ? Nous avons commencé en 2020 et nous avons fortement accéléré en 2021, vous allez le voir dans les slides suivantes. Toutefois, nous n'avons pas encore un déploiement sur la totalité du territoire métropolitain.
qui peut s'expliquer par diverses raisons. D'une part, le fait que certains départements n'ont pas nécessairement une activité export laitière, ou en tout cas très faible. Et puis, nous avons, compte tenu du contexte que nous connaissons tous, à la fois sanitaire et puis le Brexit, les conséquences du Brexit, il n'y a pas eu d'obligation formelle pour les départements, pour les départements français à passer immédiatement sur Expadon 2. Donc, ça va être le cas dans les prochains mois. Nous sommes en discussion avec les différents départements que vous voyez en rouge ici sur cette carte. Mais nous avons quand même aujourd'hui un service qui est très utilisé. Voilà, on n'est plus dans dans le pilote. On est dans quelque chose qui est à l'échelle et qui est de plus en plus utilisé dans les services. Donc, si vous êtes un opérateur d'un département ici non utilisateur à cette date, pas de crainte. On peut échanger encore une fois ensemble pour vous donner plus d'informations et contacter votre direction départementale aussi. Ça les intéressera certainement de savoir que vous souhaitez y aller dans le cadre du déploiement produit carnet. Mais voilà. Donc du coup, cette carte va évoluer, nous l'espérons, avec cette mise en production et cette extension au produit carnet. Ici, quelques chiffres dont le détail ne vous intéressera pas nécessairement, mais juste pour étayer notre discours qui consiste à vous dire que ça fonctionne. Vous voyez qu'entre mai et aujourd'hui, alors je n'ai pas actualisé à la date d'aujourd'hui les chiffres. Ce matin, on était à 8798 certificats signés. Donc, c'est à peu près du x7 par rapport à il y a 4 mois. Donc, on n'est plus dans l'anecdotique, on est dans le significatif, et avec des destinations, des départements et des entreprises pour lesquels les nombres et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, je pense qu'on a fait la démonstration, on a fait la preuve que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas d'impact, notamment vis-à-vis de la réception de ces modèles à destination. Il n'y a pas eu de rejet lié à l'utilisation d'Expadon 2 pour les opérateurs. Donc, tout ceci pour, je l'espère, vous rassurer quant à l'utilisation du service. Vous l'avez sous une autre forme, le croisement des courbes entre Expadon 2 et Expadon 1. Expadon, la télé, en tout cas la téléprocédure, puisque peut-être que dans vos départements, ils n'utilisaient pas la téléprocédure Expadon, mais préféraient fonctionner par échange de mails ou dépôt des certificats au format papier. Nous avons croisé la courbe au mois de juin et aujourd'hui, donc, nous avons un écart qui se creuse. J'en viens maintenant aux principaux jalons à venir, ce qui nous intéresse et ce qui nous concerne. Je passe sur les étapes franchies. La nouvelle étape, c'est donc celle qui vous concerne en ce mois de novembre 2021. Avec l'extension aux viandes et la certification export pour l'exportation des viandes et produits carnés, toute espèce confondue, ne vous fiez pas à nos petits icônes. Prochaine étape également, faire du portail web. Donc, sur à quoi vous accédez quand vous tapez expadon.fr sur un moteur de recherche.
le portail unique d'information et de communication, notamment pour les filières lait et produits laitiers et viande et produits carnés. C'est-à-dire que nous allons, pour ce qui vous concerne, cesser de mettre à jour les pages d'Expadon premier du nom vous concernant. L'information et toute nouvelle information concernant votre secteur ne sera accessible que depuis Expadon 2. Ça va s'accompagner de la mise en service du coup d'une lettre d'information sur Expadon 2 que nous n'avions pas, donc d'un service équivalent à celui que vous connaissiez peut-être sur Expadon premier niveau. En revanche, il reste tout un secteur, enfin plusieurs autres filières qui font l'objet d'exportation depuis la France et pour lesquelles qui ne vont pas rentrer à court terme ni à moyen terme dans le périmètre de la téléprocédure certificat que vous allez bientôt utiliser et que je vais vous présenter derrière. Pour ces filières, nous maintenons le service Expadon 1 à la fois pour l'information et pour les entreprises qui l'utilisaient ou les départements qui l'utilisaient, la forme de téléprocédure initiale proposée par Expadon. Nous sommes en train de redéfinir une trajectoire à 2 ans en collaboration avec les services du Premier ministre et la direction interministérielle du numérique, afin que dans ces 2 ans, nous puissions atteindre une solution cible et définitive pour le programme Expadon 2, qui, en tant que programme, un projet informatique qui dure près de 10 ans, c'est plus un projet. Voilà. Donc, il nous faut arriver rapidement aujourd'hui à conclure. Et en cible, donc nous avons l'intégration de ces autres filières qui ne seront pas encore sur Expadon 2. La mise en place aussi d'un dispositif que vous voyez figurer ici comme tableau de bord. Derrière, ça nous permet de récupérer des indicateurs consolidés via la plateforme Expadon 2 pour l'activité de certification France, mais ce sera nécessairement aussi un retour d'information pour vous. Aujourd'hui, dans les grands principes de l'administration digitale, vous parlez de données, ces données vous appartiennent et vous pourrez les récupérer. Et puis, l'objectif ultime est évidemment une dématérialisation complète du processus de certification. Donc, il y a une dématérialisation du certificat en lui-même, donc le paperless, avec certains pays qui l'accepteraient. Donc, nous sommes en discussion d'ores et déjà avec certains pays, mais je préfère bien le réaffirmer maintenant, et ce sera redit un petit peu plus tard quand on rentrera dans le processus et la description du processus. Pour l'instant, ça ne change pas avec ce que vous connaissez. Vous récupérez votre certificat physique papier à la direction départementale. Il est signé manuscritement par le vétérinaire. Il est tamponné et il est gaufré. Et donc pour ça, il n'y a pas de changement. Voilà, vous avez représenté autrement nos principaux jalons et donc avec vous concernant cette formation, ce webinaire de formation aujourd'hui, et un deuxième webinaire qui était programmé le 4 novembre, c'est-à-dire après une semaine d'utilisation de la plateforme, mais que nous allons décaler postérieurement à la mise à disposition de ces certificats viande et produits carnés pour vous laisser le temps d'utiliser la plateforme et de revenir vers nous avec des questions d'utilisation.
Sur la prénotification Chine, je ne m'étendrai pas sur le sujet aujourd'hui. Nous vous proposerons des réunions d'information et de formation au mois de décembre. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous présenter là. Il y a juste une ou deux étapes supplémentaires. Mais il faudra bien évidemment vous présenter la totalité du dispositif le moment venu. Puis, je l'évoquais tout à l'heure, la prochaine mise en service est programmée pour le mois de janvier avec donc son lot de nouveautés. Je pense que cette slide-là va être celle qui va, parmi celles que je vous ai présentées, vous intéresser le plus. Elle vous représente sur une map monde les pays qui seront disponibles immédiatement en novembre et pour la Chine au mois de janvier, pour lesquels vous pourrez faire vos demandes de certification. Nous nous sommes concentrés sur 54 modèles parmi les plus utilisés aujourd'hui, parmi les 180 modèles officiels recensés dans nos bases de données, étant entendu que cette enveloppe de modèles représente une part plus que significative de l'activité export et de la signature de certificats dans les services à partir des données dont nous disposions, donc que ce soit l'activité sur Expadon 1 ou pour Rungis qui représente également une part extrêmement significative des exportations françaises. Vous avez donc à droite la map monde et puis vous avez à gauche les codes. Alors ça parlera peut-être pour certains d'entre vous, qui sont les codes marchandises. Ce ne sont pas les codes des modèles, mais ça aurait été fastidieux de vous présenter la liste de ces 54 modèles. Mais tout ça pour vous dire que on couvre bien la totalité des espèces, des espèces exportées. Si vous ne voyez pas figurer ici vos courants d'affaires, les pays vers lesquels vous exportez, pas d'inquiétude. D'une part, il s'agit peut-être d'un pays pour lequel il n'y a pas de certificat officiel, mais pour lequel vous pouvez utiliser des certificats dits génériques, comme le EC560. Donc le EC560, il est déjà disponible sur Expadon 2. Il fait l'objet, c'est légèrement différent au départ de la demande par rapport à un certificat original, mais pour le reste, c'est exactement ce qu'on va vous présenter plus tard, et vous verrez dans les annexes, vous avez une slide spécifique sur ce modèle générique. Si la destination qui vous manque nécessite un certificat officiel, pas d'inquiétude non plus. Nous avons partagé cette liste avec vos fédérations et nous sommes en discussion pour qu'ils nous aident à identifier une deuxième vague de modèles de certificats à paramétrer sur Expadon 2, toujours en fonction de ce critère de fréquence de certification et de valeur de ces courants d'exportation. Pour vous accompagner dans cette phase, nous avons donc prévu un certain nombre d'actions en matière de conduite du changement. Donc, dans la conduite du changement, vous avez à la fois la formation et la communication. Nous avons fait un premier webinaire de formation sur les habilitations, étant entendu qu'on avait besoin de commencer les enrôlements avant la mise en service. Alors pour l'instant, c'est encore assez timide, mais je vais y revenir, je vais vous expliquer là tout de suite derrière comment ça se passe les habilitations. Sachez que l'outil qu'on utilise permet d'accéder a posteriori à ces formations par le biais du lien que vous aurez dans le PDF. Si vous vous êtes déjà inscrit, vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez, quand vous voulez, à minuit, à midi, le samedi, le dimanche, le mardi. Et comme c'est disponible à la demande, si vous n'avez pas été inscrit à l'époque, ce n'est pas grave. On vous demandera juste de vous inscrire
si vous ne l'avez pas été. Et là, la situation est la même, vous pouvez y accéder a posteriori à la demande quand vous voulez. Formation d'aujourd'hui, qui vise vraiment à vous rendre autonome pour déposer et gérer vos demandes. Et puis, ce webinaire que nous avions programmé la semaine prochaine, vous étiez déjà une trentaine de personnes à vous être inscrits, que nous allons reporter à une date ultérieure, mais que pour l'instant, je ne peux pas vous annoncer, parce qu'au préalable, on veut s'assurer de la mise en production, de la date de mise en production de ces modèles. Étant entendu qu'actuellement, nous faisons tester ces modèles par certains d'entre vous, certains de vos collègues, certaines entreprises, et je tiens à profiter de l'occasion de l'évoquer pour les remercier. Leur aide est précieuse. Et donc, pour tenir compte de leur retour, nous avons besoin d'un petit peu plus de temps. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous avons vos coordonnées, donc nous vous adresserons directement le message avec un nouveau lien d'inscription dès lors que la date sera connue, pour que vous puissiez vous réinscrire si vous le souhaitez. L'objectif est, en fait, c'est l'expérience qu'on a eue avec les produits laitiers, les exportateurs de les produits laitiers qui nous y conduit, c'est que il peut être utile de revenir en séance dans une deuxième séquence sur des points nécessitant des éclaircissements, nécessitant un approfondissement. C'est vraiment dans cet objectif-là. Aujourd'hui, on vous présente les bases. On répond à ce qu'on peut répondre en séance. Et puis, on vous propose une deuxième phase où là, à partir des questions que vous nous aurez adressées, on revient plus longuement sur des points qui nécessitent, des points peut-être un peu obscurs ou sur lesquels on n'a pas été bon quand on vous les a présentés. Et on prend le temps de répondre à vos questions. Je l'évoquais tout à l'heure pour la prénotification Chine, donc vous aurez également une séquence pour ceux qui seraient intéressés au mois de décembre de formation, d'information puis de formation. Et puis pour votre information enfin, sachez que nous travaillons, nous discutons notamment avec la FIA pour essayer de mettre en place une plateforme de e-learning via votre OPCO, l'OCAPIA, plateforme de learning. La différence avec ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas obligé de m'écouter pendant 2 heures parler. Vous pouvez aller directement à la séquence, qu'il s'agisse de tutos vidéo, de PowerPoint. Vous pouvez y aller directement quand vous voulez, sur le module qui vous va bien, et puis on peut gamifier, vous me pardonnerez l'anglicisme, le parcours pour le rendre un petit peu plus ludique, et il n'y a pas de qualification de diplômante à la fin, mais voilà, ce sont des outils qui nous semblent intéressants à exploiter pour accompagner des utilisateurs sur un nouveau service comme celui-ci. Je vous rappelle enfin, mais vous avez déjà été très nombreux à y répondre, que nous avons un sondage encore en cours à votre destination, à destination des opérateurs, pour bien comprendre vos pratiques et vos attentes par rapport à la certification, et surtout la dématérialisation. Nous allons avoir, vos réponses nous sont très utiles dans les réflexions que nous avons aujourd'hui pour la suite du programme. Voilà. Si vous ne l'avez pas fait, je vous incite vraiment à nous répondre, ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Manuela et Gabriel, je vous propose déjà peut-être de nous interrompre quelques instants pour prendre quelques questions. Oui, donc j'ai commencé à répondre un petit peu aux questions. Une des questions, tu peux peut-être préciser par rapport à la politique qui est prévue, c'est la notion de coût des certificats. Pour le moment, j'ai dit que c'était reporté, même si effectivement le Code rural prévoit un coût de certification. Aujourd'hui, il est bien gratuit en France. Voilà, et il va le rester encore un petit moment.
Rassurez-vous, vos fédérations nous questionnent systématiquement sur le sujet. Donc, voilà, on reviendra le moment venu dessus. Autre point par rapport à la carte des départements tout à l'heure, effectivement, tous les départements ne sont pas encore impliqués. Pourquoi on pose la question? Parce qu'aujourd'hui, on est axé sur les produits laitiers et effectivement, dans tous les départements, il n'y a pas d'exportation de produits laitiers en cours, donc tous les départements n'ont pas encore activé en ce sens Expadon 2. Et enfin, un autre point, c'est l'utilisation des deux programmes en parallèle. Il y aura bien une phase de transition, effectivement, qui vous permettra, dans un premier temps, de pouvoir utiliser soit Expadon 2, soit Expadon 1. Mais l'objectif étant quand même de vous approprier au plus vite le programme pour pouvoir donc vous l'approprier, pour pouvoir l'utiliser dès lors que ce sera le programme utilisé donc pour la certification. Merci Gabriel. Il est 14h41, je vous propose de passer à l'habilitation et l'accès à cette téléprocédure. Petit rappel, vous vivez tous au quotidien, certains sites fonctionnent mieux sur certains navigateurs que d'autres. C'est pareil pour Expadon 2. Nous recommandons l'utilisation de Firefox et de Chrome, mais les autres grands navigateurs du marché sont bien évidemment supportés, avec un petit bémol par rapport à Internet Explorer, qui est vous le savez, je pense, est un navigateur qui est maintenu par Microsoft, privilégie Edge. Voilà. Donc, si jamais vous rencontrez des difficultés à l'usage, assurez-vous déjà, enfin, c'est une question d'hygiène en matière de web, essayez déjà d'utiliser un autre navigateur. Parfois, ça solutionne le problème que vous rencontrez d'accès notamment et de fonctionnement. Cette slide pour faire quelques rappels nécessaires de par la coexistence entre Expadon 1 et Expadon 2. Vous avez présenté donc du coup d'un côté Expadon et puis de l'autre côté Expadon 2 avec ses deux modules certificats et agréments. Vous pourriez imaginer que si vous réalisez régulièrement des demandes de certificats via Expadon premier du nom, vous les auriez retrouvés sur Expadon 2, mais nous sommes sur des technologies très très différentes et donc il n'y a pas de reprise de votre historique de demande sur Expadon 2. Donc vous allez démarrer avec un tableau de bord vierge. En termes de compte, quel identifiant utiliser? Vous avez certainement donc du coup un identifiant pour Expadon, premier du nom. Cet identifiant ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner sur Expadon 2. C'est donc bien un nouvel identifiant qu'il faut créer. En revanche, si vous êtes déjà utilisateur du module agrément pour suivre vos agréments établissements, eh bien, c'est bien le même identifiant que vous allez utiliser. C'est-à-dire que nous avons un seul identifiant pour l'intégralité des services proposés par Expadon 2, qu'il s'agisse des agréments ou qu'il s'agisse des certificats. Cet identifiant, en revanche, qui dit un seul identifiant, et je vais vous présenter comment vous le créez, ne dit pas nécessairement une habilitation, une seule et unique habilitation. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous étiez habilité pour la téléprocédure agrément que vous êtes automatiquement habilité pour les demandes de certificats sur Expadon 2.
c'est assez logique, ce ne sont pas les mêmes démarches, et donc il faut disposer des droits spécifiques pour votre entreprise pour demander des certificats. Donc, c'est un processus, c'est un préalable à l'utilisation de la téléprocédure certificat, et c'est un processus d'habilitation qui va s'appuyer sur une personne au sein de votre entreprise qu'on va vous demander de désigner. C'était l'objet de la précédente formation habilitation. C'est l'administrateur local. Alors, oui, dans mon déroulé, j'avais prévu avant de vous présenter brièvement comment se passait la création de l'identifiant unique. C'est très simple, je vous laisserai le regarder. Donc, nous utilisons le système unifié d'identification du ministère de l'Agriculture. Donc, si vous utilisez d'autres applications du ministère de l'Agriculture, vous pouvez peut-être déjà avoir fait cette étape. Donc, il s'agit de se créer un compte sur le site moncompte.agriculture.gouv.fr. C'est un système qui est à l'état de l'art en la matière, qui est beaucoup plus souple que ce sur quoi on s'adossait initialement, notamment pour la téléprocédure agrément il y a 2 ans, avec la BDNU. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Donc là, la création se fait très très rapidement, ça ne prend pas plus de 2-3 minutes. Vous avez ce premier écran là où il vous sera demandé de renseigner votre nom de naissance. Donc pour les femmes, c'est bien le nom de naissance et pas le nom d'épouse. Je sais que ça peut poser parfois, ça peut induire une certaine confusion, notamment par rapport à votre adresse mail qui peut être à votre nom d'épouse. Donc là, c'est parce que nous devons respecter les règles communes à l'ensemble de l'État, et pour les questions de sécurité, vous êtes connu avec votre identité initiale. Voilà. Autre élément sur lequel je vais profiter, mettre l'accent brièvement à l'occasion m'en est donnée, l'adresse mail qui servira, avec laquelle vous allez notamment vous connecter, hein, c'est votre identifiant. C'est bien une adresse mail personnelle. On a eu régulièrement le problème et des demandes d'entreprises qui, du coup, mettaient une adresse fonctionnelle, une adresse type adv@fromagerie.com, ce genre de choses. Voilà. Nous vous incitons à créer des adresses personnelles, professionnelles, hein, bien évidemment. On ne vous demande pas d'utiliser vos adresses Gmail ou vos adresses personnelles, mais ces adresses sont vraiment un élément constitutif pour vous identifier. Et donc, dès lors que quelqu'un a créé un compte avec une adresse de type de type fonctionnel, de type commune à une entreprise, elle ne pourra plus être utilisée pour la création d'un autre utilisateur. Donc, voilà, le préalable, c'est bien que vous vous enregistriez et vous créez votre identifiant avec une adresse mail qui vous est personnelle. C'est à découpler de la problématique des notifications. Si votre crainte était de s'assurer en votre absence, vos collègues puissent recevoir les notifications système pour suivre la vie de votre demande, on le gère différemment, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, une fois que vous avez renseigné cette étape, vous avez le descriptif de la manière de procéder pour le mot de passe. Et on vous enverra un courrier électronique vous demandant de cliquer pour confirmation. C'est un mail de confirmation.
vraiment, on est à l'état de l'art, comme ce qu'on utilise au quotidien pour aller sur le site de la FNAC, pour aller je ne sais où. Et donc, si vous perdez votre mot de passe, contrairement à l'ancien système, là, c'est immédiat, il n'y a pas de problème. Vous avez un lien, un mot de passe oublié, vous pouvez le réinitialiser, c'est très rapide. Une fois que vous avez créé ce compte, vous pourrez l'utiliser. Ce sera en quelque sorte votre pièce d'identité pour être reconnu à l'entrée de la téléprocédure. Entrée de la téléprocédure qui se fera soit en enregistrant le lien direct vers la téléprocédure certificat dans vos signets, dans vos historiques, dans vos marque-pages, soit par le biais de la page d'accueil du site internet d'Expadon 2 et en cliquant sur ce fameux lien Faire et demande de certificat, vous retomberez sur le portail d'authentification du ministère en charge de l'agriculture où on vous demandera juste votre identifiant et votre mot de passe. Vous êtes authentifié pour la journée, vous êtes tranquille. Enfin, pour la journée, on va dire que c'est peut-être potentiellement ce ne sera pas le cas. Mais voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça une fois que c'est fait. Toutefois, au préalable, ça suppose que vous avez été habilité pour certificat. Donc, c'est là où je vous parlais tout à l'heure d'administrateur local. Il était compliqué pour nous de gérer la totalité de la population des utilisateurs de nos téléprocédures, puisque nous ne les connaissons pas au quotidien. Et donc, on a un système qui est assez fréquent sur les sites Internet, notamment publics et du ministère de l'Agriculture. Donc, au sein de votre entreprise, il faut distinguer deux rôles. Le rôle d'administrateur local et le rôle de demandeur. L'administrateur local, c'est une personne qui, au sein de votre entreprise, est désignée pour gérer sur la durée les droits des salariés de cette entreprise. Donc nous, au niveau du programme, nous nous chargeons de l'habilitation de l'administrateur local et de son suppléant. Nous vous recommandons, c'est plus qu'une recommandation, c'est vraiment, nous insistons là-dessus, il faut un administrateur local et prévoir son suppléant. Parce que le jour où l'administrateur local n'est plus là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc cet administrateur local, il va avoir accès à une application spécifique où il va pouvoir aller gérer la population de son entreprise. Donc, créer des nouveaux utilisateurs pour son entreprise et ou retirer les habilitations de ses salariés, en tout cas les modifier si jamais ils quittent l'entreprise. Donc, c'est bien à l'entreprise de gérer les droits d'accès à ces demandes. Ce n'est ni au service déconcentré, donc ni à la direction départementale, ni au programme Expadon 2 de le gérer. C'est votre responsabilité. Le système est très souple, vous le verrez. Voilà, vous êtes au plus près du terrain, vous êtes les mieux positionnés pour savoir qui a des droits sur vos demandes et qui n'en a plus. Comment se passe concrètement l'habilitation de l'administrateur local opérateur? On a besoin quand même si c'est nous au niveau direction de programme, au travers de l'adresse habilitation.expadon2@franceagremer.fr, on a besoin quand même de se garantir que vous êtes en droit de nous demander votre habilitation comme administrateur local opérateur pour votre entreprise. Donc, à ce titre-là, nous demandons de vous rapprocher de votre direction départementale pour récupérer un document qui est en fait… Alors, j'ai laissé Excel, c'est plus un document Excel, il faudra que je le corrige, je vous prie de m'en excuser. C'est qui est une déclaration demandant vos habilitations, avec dans ce document, c'est très simple, hein,
demande juste à ce que ce soit signé et tamponné par le responsable légal de l'entreprise. Et on vous demande de nous indiquer qui est l'administrateur local et sur quel périmètre il va pouvoir gérer les droits. Par périmètre, j'entends quoi? J'entends les SIRET sur lesquels vous allez faire des demandes. Donc, chacun de vos établissements a un SIRET. Donc, un administrateur local peut avoir un ou plusieurs SIRET. Il peut avoir aussi des droits pour un SIREN, donc à un niveau encore supérieur. Dès lors que, à partir de ce périmètre, ça désigne les droits, ça désigne les limites de son périmètre d'action en termes de gestion des habilitations. Donc, il pourra créer autant d'utilisateurs au sein de son entreprise sur toute ou partie de son propre périmètre. C'est-à-dire que si vous avez des sous-SIRET, si vous avez plusieurs SIRET, il peut très bien donner au demandeur A le SIRET 1 et le SIRET 2, et au demandeur B le SIRET 1 uniquement. Voilà. Mais en revanche, il ne pourra pas aller habiliter un demandeur pour un SIRET qui ne serait pas dans son périmètre. Ce sont des précautions qui vont de soi, mais il est important de les rappeler. Alors, on a un petit cas de figure particulier qui concerne peut-être certains d'entre vous, qui est la situation de transitaire ou de trader. Donc, vous trouverez en annexe des informations sur ce point, et s'il y a des questions dans le chat, on y reviendra, mais je ne rentre pas dans le détail. Mais nous avons prévu ce cas de figure-là qui permet à une entreprise habilitée pour son propre périmètre de pouvoir gérer les demandes d'une autre entreprise pour le compte d'un établissement tiers. C'est ce qu'on appelle le transitaire. Voilà, donc là, vous avez résumé en un slide comment se présente pour l'administrateur local l'application qui lui permet de gérer ses demandes. C'est très simple, il va chercher le demandeur dès lors que celui-ci aura bien créé son compte, tel que je l'évoquais tout à l'heure. S'il n'a pas créé son compte, ce n'est pas la peine d'aller le chercher, vous ne le trouverez pas. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, vous avez ensuite à paramétrer son rôle. Donc, son rôle, ça va être gestion des certificats, et vous allez définir la portée, c'est-à-dire donc le ou les sirènes sur lesquelles il va pouvoir intervenir. Je laisse cette slide-là, mais vous la retrouverez. Donc, pour savoir à qui s'adresser en cas de problématique. Donc, si vous avez un problème au niveau de la création de l'identifiant unique, le fameux mon compte, c'est cette adresse-là. C'est une adresse commune à tous les systèmes d'information du ministère. Et si en revanche, postérieurement à cette étape-là, vous avez des problèmes dans la vie de votre habilitation, vous avez une adresse spécifique au sein de l'équipe programme pour répondre à vos questions. Je vais m'interrompre, puisque après, on sera dans la démonstration du module, pour prendre quelques questions. Donc, Gabriel, je veux bien que tu... Ou Gabriel ou Manuela, peut-être Manuela d'ailleurs. Manuela a répondu, donc effectivement, ça concerne les habilitations, c'est peut-être plus de son domaine. Oui, par rapport aux habilitations des utilisateurs, donc pour ajouter le rôle suppléant, il suffira tout simplement lors de la mise en place du rôle pour chaque utilisateur de sélectionner l'application, et donc dans ce cas-là, choisir certificat, et ensuite donner le rôle administrateur, et donc il sera suppléant. Donc ça se fait comme pour l'ajout d'un rôle très simplement. Et deuxième question par rapport au fait de devoir créer plusieurs comptes pour chaque utilisateur. Effectivement, il est recommandé d'avoir un compte par utilisateur et de ne pas avoir une boîte mail commune pour tous. Et il y a une dernière question, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs utilisateurs sur un même SIRET? Oui. Oui. Effectivement, c'est bien la mécanique. Deux précisions, parce qu'on oublie souvent de le dire. La première, c'est que quand vous êtes administrateur local, si vous n'avez que les droits d'administrateur local, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire des demandes de certificats.
Et ça peut être le type d'organisation que vous avez dans votre entreprise. On a le cas, par exemple, pour les services déconcentrés, où on est sur un système un peu équivalent. On a une personne qui est désignée pour un peu gérer toutes les habilitations à tous les systèmes d'information qu'ils utilisent. Donc, si vous, en tant qu'administrateur local, vous voulez faire des demandes de certificats, n'oubliez pas de vous créer, de vous habiliter vous-même à la téléprocédure. Donc, par le biais là, vous allez sur vous recherchez et dans le paramétrage des rôles, vous ajouterez gestion des certificats avec le périmètre, sans quoi vous ne pourrez pas faire de demande. C'est important de le dire parce qu'on a eu souvent comme ça des administrateurs locaux qui ne comprenaient pas pourquoi eux-mêmes ne pouvaient pas faire de demande. Ça, c'était le premier point. Et puis un dernier retour d'expérience à faire sur ces questions-là. Certaines de vos entreprises peuvent intervenir sur plusieurs départements à la fois. On ne vous demande pas de vous habiliter pour chaque département. Votre habilitation, elle est valable France entière. Donc, une fois que vous êtes habilité et que vous avez fait vos demandes, vous faites vos demandes dans un département et que vous avez besoin, si vous devez faire des demandes dans un autre département, vous pouvez le faire. C'est une habilitation unique. En revanche, en la matière, assurez-vous que tous les départements dans lesquels vous avez des demandes à adresser les acceptent. En tout cas, à la date où vous faites votre demande. Je vous renvoie à la carte de tout à l'heure. Voilà. Peut-être une dernière question. Alors, Monsieur Bechnek, avec qui il y a quelques échanges, il faut que on vous répondra plus précisément par rapport au fait que vous ne retrouviez pas les comptes de vos collaborateurs. Je vous propose, il est 15 heures, le timing est parfait. Sans plus attendre, on va passer donc à la démonstration. Alors, juste un petit préalable pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez ici représenté le parcours d'un certificat, donc de la demande à sa signature. Donc, toutes ces étapes-là, les étapes 1, 2, 3, 4, 5, sont dans Expadon 2. L'étape 6, pour l'instant, elle n'est pas dématérialisée et comme je le disais tout à l'heure, il y a une rematérialisation en bout de chaîne par la direction départementale, une impression, une signature manuscrite et puis les éléments d'authenticité, d'authentification exigés par les pays tiers qui vont être divers tampons et un gaufrage. Voilà. Donc, ce préalable étant fait, je cède la parole à Manuela pour du coup présenter et introduire les vidéos de démonstration. Très bien. Donc, on va voir maintenant différentes vidéos qui vont vous permettre de voir dans l'application comment vont se dérouler les différentes étapes. Donc, premièrement, visualiser le tableau de bord et on verra ensuite comment se passera donc, la création d'une demande. Je lance. Lorsque je me connecte en tant qu'opérateur sur l'application Expadon de module certificat, j'arrive sur la page Gestion des certificats. La première partie de cette page me présente la recherche d'une demande et la deuxième partie me présente mon tableau de bord. Si je souhaite rechercher une demande, il me suffit de cliquer sur un des critères de recherche
Ici par exemple, nous allons rechercher par pays. Je tape le nom du pays, les premières lettres me permettent de laisser apparaître le pays et je clique sur le nom du pays. Puis je clique sur « Rechercher ». L'ensemble des demandes liées à ce pays s'affiche. Le tableau de bord regroupe l'ensemble des demandes que j'ai déjà effectuées et qui sont soit au statut brouillon, nouveau, en attente IHS, retour au demandeur. Ici, j'ai la possibilité, en cliquant sur l'en-tête des colonnes, de filtrer. À côté de chaque demande, dans la colonne Action, j'ai l'icône 3 points qui apparaît. Lorsque je clique dessus, je vois apparaître plusieurs icônes suivant le statut de ma demande. Si ma demande est au statut brouillon ou en attente IHS, c'est que je travaille encore dessus. Je peux la consulter, la modifier ou la dupliquer. Si ma demande est au statut nouveau, c'est que je l'ai transmise pour instruction. Je ne peux que la consulter ou la dupliquer pour initier une nouvelle demande. Nous reviendrons plus tard sur ces fonctionnalités. Et donc maintenant, on vous propose, si vous n'avez pas de questions, de voir la création d'une demande de certificat. Alors, je pense que Stéphane est en train de la projeter pour... Oui, excusez-moi, j'avais coupé le micro pour qu'il y ait pas de... je regardais s'il y avait des questions. Information hors signature. Bah voilà, ça a été répondu dans la conversation. Okay. On va y revenir, hein, information hors signature. On y reviendra en annexe. Alors. On s'intéresse au dépôt de la demande, hein, dorénavant, c'est ça? Oui. Merci. Afin de déposer une demande de certificat, je clique dans le menu de navigation situé à gauche. Sur le lien « Déposer une demande de certificat » via le code du modèle. Ici, je rentre le code du modèle de certificat et je clique sur « Rechercher ». Le couple pays-marchandise associé au code du modèle de certificat est affiché. Je peux ainsi voir les critères et les documents liés à ce couple pays-marchandise. Ici par exemple, je sais qu'il faut utiliser le modèle certificat officiel négocié. Je poursuis ma demande. Dans certains cas, il n'existe pas de modèle officiel de certificat, et je ne trouve pas de modèle certificat correspondant à ma recherche. J'ai alors la possibilité de créer une demande à partir d'un modèle générique. Il me sera demandé de joindre une décharge de responsabilité. Étape 1, je clique sur « Zone pays tiers à l'UE » et sélectionne le modèle correspondant. Ici, ce sera le EC 560. Je prends connaissance des conditions spécifiques liées à ce modèle générique. Étape 2, j'indique les informations requises à la création de la demande de certificat. J'indique la raison pour laquelle je demande un modèle générique. J'ajoute ensuite le pays de destination et la marchandise exportée. Je poursuis ma demande comme une demande classique. J'arrive sur la page de la saisie de la demande. Je consulte dans un premier temps l'onglet Informations générales.
qui me permet de préciser le lieu de visibilité de la marchandise et le mode de délivrance du certificat. Avant de continuer sur l'onglet suivant, je choisis un code siret grâce au menu déroulant. Les champs lieu de visibilité de la marchandise et mode de délivrance du certificat sont renseignés par défaut. Je modifie ces informations si nécessaire. Puis je clique sur Enregistrer. La demande de certificat a bien été initialisée et ma demande est bien passée au statut brouillon. Elle possède un numéro qui apparaît ici et sera reporté sur tous mes documents. Ensuite, je passe au deuxième onglet. Je renseigne l'ensemble des informations obligatoires liées à mon certificat. Les informations obligatoires sont celles qui sont suivies d'un astérix rouge, comme ici. Je remplis ensuite les informations relatives à la marchandise, comme le produit, la date de production. Pour certaines demandes, le formulaire affichera également une partie des informations sanitaires exigées par le pays de destination. C'est le cas des parties que vous devez compléter, qu'il s'agisse de cases à cocher, de texte à trous à compléter ou de mentions à rayer. Ici, je peux rayer des mentions en cliquant sur le bouton « Rayer ». Ces informations seront rayées sur ma demande numérique et sur mon document au format PDF. Certains champs apparaissent comme grisés, soit parce qu'ils seront renseignés par l'administration comme la partie signature, soit parce que vous pourrez les prévaloriser. Une fois que j'ai renseigné l'ensemble des informations obligatoires, je clique sur Enregistrer situé en bas de la page. La demande de certificat a bien été mise à jour avec les nouvelles informations. Je passe ensuite sur les documents à joindre. Ici, pour ajouter un document, je clique sur le bouton Ajouter un document, puis Parcourir. J'ajoute le document associé à ma demande d'instruction. Je nomme le document et indique son usage. Dans l'encart jaune en haut de page, il est indiqué que des agréments sanitaires sont nécessaires pour ce formulaire. Les champs concernés ne peuvent être renseignés avant d'avoir été prévalorisés. Cette fonctionnalité vous aide à saisir rapidement et correctement les informations relatives à un agrément. Raison sociale, adresse, numéro d'agrément. Expadon 2 récupère automatiquement les informations connues de l'administration. Pour accéder à la prévalorisation, je clique sur l'onglet Agrément. Attention à bien enregistrer votre demande avant d'y recourir. Sinon, les autres champs que vous avez saisis seront effacés. Dans cet onglet, je retrouve les informations liées à la demande que je peux ajouter. Ici, je peux ajouter des informations sur les établissements de transformation en cliquant sur Rechercher. Je renseigne le siret, sirène ou le numéro d'agrément, puis je clique sur Rechercher. Je coche la case de l'établissement qui correspond à ma recherche et je clique sur Sélectionner. L'établissement s'ajoute à la liste des établissements de transformation. Je clique sur Prévaloriser et les champs établissements seront remplis dans ma demande. Je peux à tout moment activer la saisie manuelle si je souhaite modifier l'information remontée. Le service instructeur sera informé de ma préférence. Je passe ensuite sur les documents à joindre. Ici, pour ajouter un document, je clique sur le bouton Ajouter un document, puis Parcourir. J'ajoute le document associé à ma demande d'instruction. Je nomme le document et indique son usage.
Je souhaite visualiser le certificat renseigné avant de soumettre ma demande et conserver une version PDF. Je clique sur « Télécharger le document » en haut à droite de ma demande et je sélectionne le certificat seul ou accompagné de ses annexes. J'ouvre le document zip pour visualiser ma demande pré-renseignée. Je constate que toutes les informations ont bien été ajoutées et je visualise les mentions à rayer. Je peux l'imprimer si je le souhaite. Si je réalise régulièrement le même type de demande de certificat, même pays, même destinataire, je peux dupliquer une demande de certificat pour éviter d'avoir à ressaisir les mêmes informations. Je recherche la demande à dupliquer et dans la colonne Action, je clique sur « Dupliquer » et j'indique avec ou sans les pièces jointes. Expadon 2 crée une nouvelle demande au statut brouillon avec les mêmes informations à l'exception des champs prévalorisés. Je consulte la nouvelle demande et rectifie les informations à mettre à jour avant de soumettre ma nouvelle demande. Je parcours une dernière fois ma demande afin de vérifier que tous les champs ont bien été remplis et lorsque je suis prêt, je soumets ma demande. Je clique sur « Soumettre ». Une pop-up me demande de confirmer ma demande de soumission de certificat. Je clique sur « Oui », ma demande a bien été soumise. Stéphane, on ne Ton micro, t'entend pas. Stéphane. C'est vraiment une vie, excusez-moi. Ça fait pas mal d'infos à digérer. J'imagine qu'il doit y avoir des questions. On pourra revenir sur chacun un peu des points qui vous a été présentés, en faisant une démo un peu en live le cas échéant. Ces vidéos visaient vraiment à présenter le déroulement passant d'une demande. Alors, est-ce que revenir en priorité avant de prendre quelques questions, on peut peut-être revenir sur donc tu peux parler de la duplication. Peut-être je vais peut-être reprojeter le support. Ce sera plus simple. Voilà, où on aura. Je vais revenir, voilà. Déjà, voilà. Recadrer un peu ce que je voulais vous dire. Premier élément, effectivement, dans ce qu'on vous a présenté dans l'ordre, il y avait à l'origine de la demande, vous initiez votre demande avec un code, le code du certificat. Ce code du certificat, on ne vous demande pas de le connaître par corps, bien évidemment, nous-mêmes nous ne le connaissons pas. Vous avez deux moyens, vous avez deux manières de procéder. D'une part, nous allons, comme il est indiqué ici, avec un exemple du fichier correspondant au produit laitier, mettre à votre disposition sur la plateforme Expadon un fichier Excel sur lequel vous pourrez faire une recherche sur le code pays sur le pays et la marchandise exportée, qui vous donne derrière du coup le code modèle. Vous avez éventuellement un complément d'informations. Et donc c'est ce code modèle là, par exemple le C560 ou ZA PLD décembre 0 DEC 01 qu'il vous faudra copier dans la fenêtre de la téléprocédure. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Autre moyen que vous privilégierez peut-être, lorsque vous faites une recherche sur Infocom, vous pourrez, il vous sera proposé
quand vous êtes sur le résultat correspondant à votre recherche, en cliquant sur le bouton « Faire ma demande de certificat », le système initialisera cette étape de recherche selon le code modèle de certificat et vous tomberez directement sur le bon modèle. Voilà, vous avez ces deux éléments-là. Ça, c'était la première information que je voulais vous donner. Deuxième pense-bête, surtout pour moi, c'est la question des documents. Donc, dans les documents à joindre, vous avez plusieurs typologies de documents. Vous allez avoir des documents liés au couple pays-marchandises. CPM, c'est couple pays-marchandises. C'est surtout des informations qui sont portées à votre connaissance. Vous avez des documents liés au certificat. Ça rejoint d'ailleurs des questions qui nous sont adressées. Avec potentiellement un 5e onglet, pour certains modèles de certificat, vous allez avoir le certificat et des attestations complémentaires. On a le cas, par exemple, pour les produits laitiers, où certains pays, comme les USA, demandent finalement quelque part plusieurs certificats. Donc là, vous aurez un onglet spécifique. Vous pouvez avoir des documents à joindre et qui accompagneront votre demande de certificat. Vous aurez le modèle, vous pourrez les compléter, vous pourrez les déposer. Et puis, vous avez une autre catégorie de documents qui sont les annexes. Annexes relatives à des champs pour lesquels vous n'avez pas assez de place pour saisir l'intégralité de vos informations, ou relatives à des tableaux qui sont présents dans les modèles de certificats et pour lesquels vous n'avez pas assez de lignes pour renseigner l'intégralité des informations relatives à votre exportation. Vous avez l'habitude de procéder souvent de cette manière, puisque souvent, quand vous faites une demande de certificat, ce n'est pas pour un produit, quelques produits, mais pour un nombre important de ces produits. Vous savez, comme nous, que les modèles sont figés et nous devions respecter, dans le cadre de la rematérialisation, au pixel près, la taille de ces modèles. Donc, on ne pouvait pas, de par la dématérialisation, pour l'instant, élargir, mettons, le champ numéro d'agrément, marchandises, ce genre de choses. Donc, on procède là, pour l'instant, exactement de la même manière. Il n'y a pas de génération automatisée des annexes. Ce qu'on vous demande, c'est que quand vous souhaitez procéder à des annexes, si le champ, si c'est un champ classique, vous mettez voir annexe et vous joignez l'annexe au format PDF dans l'onglet documents à joindre. Si c'est un tableau, vous verrez que vous avez un fonctionnement un peu différent, c'est-à-dire que dans le formulaire, vous avez la possibilité de renseigner autant de lignes qu'il y a dans le modèle PDF. Et dès lors que vous avez plus de lignes à renseigner que de lignes présentes dans le modèle PDF, vous cochez, vous avez une proposition pour basculer en annexe, vous cochez en annexe, et là, le système va de lui-même barrer le tableau, enfin renseigner le tableau en indiquant « Voir annexe », et vous joignez votre annexe au format PDF. Pourquoi au format PDF et pas au format Excel ou au format Word et compagnie? Parce que nous avons besoin de cadrer le format de ces documents, parce que nous y incorporons un certain nombre d'informations. Enfin, le système incorpore directement dans ces annexes un certain nombre d'informations supplémentaires. Il reporte de manière automatisée le numéro de certificat, de manière à ce que les services déconcentrés n'aient pas à tamponner toutes les pages des annexes. Là, c'est géré directement. Il reporte, on verrait plus tard, si on a un peu de temps, des mentions de type annuler et remplacer quand on est dans une situation de remplacement d'un certificat devant être annulé suite à un blocage en pays tiers.
Et puis, nous y reporterons également des informations qui permettront, qui seront une étape intermédiaire vers la dématérialisation complète, qui sont un QR code et un lien d'accès que le pays tiers pourra utiliser pour aller consulter le contenu de vos demandes sur un serveur dit gouvernemental et donc, s'il le souhaite, vérifier l'authenticité du certificat qu'il a entre les mains. Donc, pour toutes ces raisons, les annexes et les documents joints doivent l'être au format PDF. À cette occasion, je reviens sur un sujet qui est souvent évoqué. Vous pratiquez avec vos directions départementales l'envoi d'une demande de certification sanitaire. Alors, le terme est mal choisi parce qu'il y a confusion entre le certificat en lui-même et la demande de certification sanitaire, qui est ce document que, aujourd'hui, souvent, vous remplissez, c'est un document Word, que vous complétez en indiquant un certain nombre d'informations utiles à l'administration, notamment pour ses inspections physiques. Ça va être, je pense, notamment précisément aux questions de plage horaire de visibilité de la marchandise, de lieu précis de visibilité de la marchandise, de date de départ, de date et heure de départ de la marchandise. Donc, ces informations qui ne sont pas des informations requises par le pays tiers, hein, donc elles n'ont pas à figurer dans le formulaire de certificat, nous ne les avons pas dématérialisées pour l'instant. C'est une demande récurrente des opérateurs et des services déconcentrés. Nous l'avons inscrit dans la trajectoire à 2 ans dont je vous parlais tout à l'heure, mais pour l'instant, il n'y a pas de formulaire pour les saisir, ces informations. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez les joindre en annexe. C'est un document qui accompagne votre certificat. Les cas complexes dans le formulaire de demande. Donc, je l'ai évoqué, le tableau, donc avec cette organisation, mais on pourra revenir dessus donc dans la formation de service après-vente qu'on prévoira d'ici une quinzaine ou 3 semaines. Je n'y reviens pas. Les informations sanitaires, donc dans la vidéo, il vous était expliqué que nous ne reprenions pas dans le formulaire l'intégralité de ces informations sanitaires. Nous ne faisons apparaître dans le formulaire que les mentions sur lesquelles il y a une action de votre part ou des services déconcentrés. Donc, les actions peuvent être des textes à compléter, des cases à cocher, des textes à rayer. Si vous avez besoin de prendre connaissance de la totalité de ces exigences sanitaires, vous avez toujours la possibilité, à n'importe quelle étape, à n'importe quel moment de votre demande, de télécharger le certificat, le modèle de certificat. Ce téléchargement, suivant le moment où vous allez le déclencher, vous allez voir le certificat se renseigner au fur et à mesure, se remplir, les champs de ce certificat se remplir au fur et à mesure. Parmi les nouveautés que nous avons mis en fonction pour améliorer un peu le parcours utilisateur, il y en a une que je me dois de vous signaler à cette occasion, c'est que dans la vidéo qui vous a été présentée tout à l'heure, on vous demandait d'aller en haut de page en téléchargeant et vous choisissiez ce que vous vouliez télécharger. La demande seule, la demande plus les documents annexes et puis la possibilité de tout télécharger. Quand vous cliquez sur télécharger, ça vous déclenche le téléchargement d'un fichier compressé, un fichier zip.zip. C'est pas très pratique pour consulter le renseignement de votre demande. C'est intéressant à la fin pour vérifier que tout est complet, faire une vérification sur écran, par exemple, que tout est complet dans le PDF, mais c'est pas la meilleure des options pour, on va dire, une vérification au fil de l'eau, ou pour au départ prendre connaissance de
du modèle. Vous avez la possibilité, alors ce que je vais faire, je vais peut-être quitter cette slide-là et partager mon écran, sélectionner. Ça, autorisé. Voilà. Là, je suis donc sur l'application Expadon 2. Je suis sur le tableau de bord. Pardon. Je suis sur mon tableau de bord qu'on vous a présenté tout à l'heure en vidéo. Je vais rentrer dans une demande. On va dire celle-là. Avec les 3 actions qui vous étaient présentées, consulter, modifier et dupliquer. Dupliquer étant une fonctionnalité très utilisée par les opérateurs des filières laitiers, qui vous évite de ressaisir à chaque fois. Hein. Je vais aller en modification. Sur cette demande, voilà, vous avez, comme présenté tout à l'heure, les 4 onglets. Donc l'onglet information générale, l'onglet du formulaire, l'onglet documents et l'onglet agrément pour la prévalorisation. Ah, mais oui, mais je suis sur pré-prod, pardon. Je n'ai pas choisi la bonne instance le bon environnement de démonstration de recette. Je suis désolé. En tout cas, donc par rapport à ce que je vous disais, par rapport à la question de l'aperçu, vous avez dorénavant ici un nouveau bouton qui vous propose aperçu de la demande. Et en cliquant dessus, vous allez déclencher directement le téléchargement du PDF et uniquement du PDF. Donc, c'est quelque chose de plébiscité côté opérateur dorénavant et que je tenais à vous signaler. Puisque je suis sur la plateforme, revenir sur un point qui n'a pas été détaillé pour l'instant dans la formation, mais que vous trouverez en annexe, c'est la question des agréments export. Donc, à bien distinguer des agréments sanitaires, qui sont des informations qui vont figurer, les agréments sanitaires étant souvent numéro d'enregistrement, étant des informations que vous devez faire figurer dans votre demande. L'agrément export, je pense que vous le savez, ça concerne certains marchés pour lesquels il faut que ne sont autorisés à exporter vers cette destination que les établissements, que les entreprises dont les établissements ont été agréés au préalable via la téléprocédure agrément d'Expadon 2. Il y a un lien entre certificat et Expadon 2, et donc, dès lors que un couple pays-marchandises requiert un agrément export, vous êtes alerté au moment de votre demande. Donc, là, j'ai un cas de figure, j'ai cette alerte, et l'information remonte comme quoi je n'ai pas d'agrément export. Donc, cette information, le service déconcentré, alors il n'y a pas un contrôle bloquant, parce que nous avons des trous dans la raquette au niveau de la téléprocédure agrément. Vous savez certainement mieux que moi, il y a un décalage dans le temps entre parfois entre la publication de l'autorisation des pays tiers et puis sa traduction dans les faits sur nos dispositifs. Donc, il fallait qu'on ait un peu de souplesse par rapport à ça. Toutefois, c'est une information qui figurera. Donc, si vous faites une demande, sur un marché que vous ne connaissez pas et qu'on vous dit attention, ce marché requiert un agrément export, ça doit vous alerter. Si vous faites votre demande, malgré tout, si vous soumettez votre demande au service déconcentré, vous avez tous les risques, vous serez certainement, votre demande sera refusée. Donc voilà, donc c'est un élément, je voulais en profiter, c'est un élément qui d'aide à la saisie d'informations de l'utilisateur qu'il faut pouvoir utiliser. Je vais fermer cette présentation. Fermer. Je vais revenir au PDF. Alors, il est 15h35. On va essayer. Voilà, donc on a vu les éléments principaux.
Cette slide pour vous rappeler concrètement quand est-ce que vous pouvez intervenir, quand est-ce que vous ne pouvez pas intervenir. Vous voyez, on a deux colonnes où on retrouve les icônes présents dans le tableau de bord qui correspondent aux actions possibles ou non possibles. Assez logiquement, vous avez la possibilité de consulter votre demande à tous les statuts. Et on pourra développer ce que signifie retour au demandeur et en attente IHS, sauf quand votre demande elle a été soumise à la direction départementale et qu'elle est en instruction. C'est exactement comme quand vous la demandez sur papier. Une fois qu'elle est à la direction départementale, vous ne pouvez pas aller regarder par-dessus l'épaule de l'instructeur ou du signataire pour savoir comment ça se passe. Bien évidemment, là, vous n'avez pas de consultation possible de votre demande. S'agissant de vos droits en modification, là également, vos droits sont limités. Vous avez la possibilité de modifier autant de fois que vous voulez votre demande avant de la soumettre à l'administration, mais une fois que vous l'avez soumise à l'administration, c'est-à-dire au statut nouveau, et puis pendant son instruction, vous ne pouvez pas aller la modifier. Ça tombe sous le sens. Vous ne pouvez pas aller modifier une demande signée ou refusée. Vous pouvez en revanche la modifier dans 3 cas de figure. Il en manque un là, qui est un peu la nouveauté de cette mise en service. Donc, mea culpa, on a oublié de rajouter la bonne ligne. Vous pourrez la modifier dans la situation d'un retour au demandeur. Donc, qu'est-ce que le retour au demandeur? C'est la situation dans laquelle votre instructeur, enfin l'instructeur en service déconcentré, considère qu'il lui manque des informations pour conclure son instruction. Votre demande n'est pas refusée, elle fait l'objet d'une demande de complément d'information. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'instructeur change le statut de la demande à retour au demandeur, il mentionne un motif, il mentionne un commentaire, vous recevez une notification par mail mentionnant ce motif, et vous avez dans votre tableau de bord, vous allez voir apparaître votre demande, vous allez voir réapparaître votre demande au statut retour au demandeur. Dès lors, vous pourrez, puisque c'est le but du jeu, apporter ce complément d'information, la resoumettre à nouveau, donc au statut nouveau, et ça repart en instruction. Pour information, les modifications que vous portez dans votre demande, elles sont identifiées. Quand l'instructeur rouvre votre demande après un retour demandeur, il verra quels sont les champs que vous avez modifiés. Donc, si vous modifiez un autre champ que celui sur lequel qui motivait le retour au demandeur, l'instructeur pourra le voir. Le statut en attente IHS, donc tout à l'heure j'ai vu dans les questions qu'il y avait une demande à quoi correspondait ce sigle. IHS signifie, comme Madame Maillot le répondait, information hors signature. C'est un processus dérogatoire qui correspond à une situation particulière prévue par le guide de certification. On est dans le cas, et vous le verrez en annexe derrière, vous pourrez le retrouver dans le détail en annexe, on est dans le cas où ça vous arrive. Il y a eu un contrôle, par exemple, des douanes avant départ, les numéros de scellés ont changé, il faut modifier ces numéros de scellés. Ou au moment où vous soumettez votre demande à l'administration, vous n'êtes pas en possession encore de l'intégralité des informations relatives au transport. Je pense notamment à des numéros de bateau, numéros d'avion, numéros de camion, ce genre de choses. Ces informations, elles ne sont pas déterminantes pour l'instruction. C'est-à-dire que l'instruction peut se faire sans avoir connaissance de ces informations. Donc,
l'administration peut accepter que vous les renseigniez a posteriori de la signature. Donc, c'est à ce cas-là que correspond en attente IHS. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous savez que vous n'aurez pas l'information au préalable sur ce. Enfin, vous savez que pour ce modèle-là, vous n'avez pas l'information au moment de la signature. Vous le signalez à votre direction départementale. Hein, tout ne se passe pas par l'application. Le téléphone, ça sert toujours. Le département va accepter ou non de vous autoriser cette dérogation. Il peut aussi choisir de dire non, on ne signera que quand vous aurez cette information, ce qui peut pour vous parfois être un peu préjudiciable par rapport au départ du camion ou de la marchandise. Voilà. Donc il y a bien cet échange qui ne se fait pas par l'application, il y a bien cet échange entre vous et la direction départementale. Si la direction départementale est OK pour ce certificat, elle autorise les informations hors signature et donc elle vous renvoie la demande. Elle conclut son instruction. Il n'y a pas de changement sur son instruction. Elle vous renvoie la demande qui apparaît cette fois-ci dans votre tableau de bord en attente IHS. Vous renseignez les informations manquantes et que ces informations manquantes, le reste, vous ne pouvez pas le toucher. Le reste est figé. Les autres champs sont grisés. Et il y a juste une contrainte supplémentaire, c'est que vous devez joindre à votre demande le scan de votre certificat surchargé. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est que il y a communication du document surchargé. Actuellement, ça se faisait via une imprimante, le certificat récupéré de la DD, le champ est vide et on passe via un masque dans Word dans l'imprimante pour renseigner la zone qui manque avec la bonne police. Enfin voilà, ça maquille un peu les choses. Donc là, on vous demande effectivement d'apporter le scan du certificat complété avec les informations signature pour qu'on l'ait dans le système. De manière à ce qu'ensuite, on puisse conclure définitivement le statut de cette demande en signé IHS. Voilà. Et puis la dernière ligne sur laquelle vous avez une modification possible et qui manque, c'est l'annule et remplace. Sur lequel je vais terminer cette formation, puisque c'est la nouveauté aujourd'hui. Vous pourrez prendre, vous voyez en annexe, vous avez des slides sur les transitaires, des slides sur les agréments export, une slide sur les informations hors signature. Et je voulais revenir sur l'annuler et remplacer, qui est la grande nouveauté de cette mise en service. Donc, à quoi correspond la fonctionnalité annulée et remplacée? Donc là, on est dans le cas où on doit annuler et remplacer un certificat, souvent suite à un blocage à destination. L'autorité pays tiers, lors de son contrôle, a identifié une non-conformité, mais qui n'est pas, on va dire, bloquante définitivement, qui ne va pas nécessairement aboutir à un rejet et un renvoi ou une destruction de la marchandise, mais il y a une erreur sur un tonnage, il y a une erreur parfois de virgule, ou ce genre de choses. Et donc, au jour d'aujourd'hui, si vous y avez été confronté, ça se faisait manuscritement avec une succession d'échanges du certificat. Donc, nous avons traduit ça dans le système. Et donc, dès lors qu'il y aurait un signalement sur un certificat déjà signé, la direction départementale pourra repasser le certificat, ne repasse pas le certificat statut, il change son statut pour annuler et signer. Ça déclenche à ce moment-là la création d'une nouvelle demande avec un nouveau numéro de certificat dans votre tableau de bord
qui est rigoureusement authentique au certificat annulé, mais que vous pouvez aller modifier pour aller corriger l'information erronée. Et ce certificat-là possède bien un nouveau numéro de certificat et la mention annule et remplace le certificat numéro XXX en date du, de manière à ce qu'il y ait une traçabilité dans le système entre les deux. Voilà. Voilà, j'étais encore une fois beaucoup trop long. Il est 15h45. Je m'en arrête là et je vous propose, Gabriel et Manuela, de me rejoindre pour qu'on réponde aux principales questions qui reviennent le plus fréquemment, peut-être. Donc, juste une petite précision ou une confirmation, effectivement, sur la notion d'IHS. Donc, j'ai rappelé qu'il n'y en a bien que 3 et qu'effectivement, chaque DDPP aura la liberté ou pas d'accepter la procédure. Donc, il faudra que les opérateurs voient et négocient avec la DDPP s'ils acceptent ou pas cette notion de complétude après signature. Autre question, je pense que j'ai répondu au fur et à mesure sur les questions. Donc effectivement, dès lors que vous aurez rempli et complété les informations dans le programme Expandant 2, ça basculera automatiquement dans le modèle de certificat PDF et la DDPP imprimera le document. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer pour le retransmettre. C'est bien les services de la DD qui vont le gérer. La date d'utilisation, eh bien, ce sera dès lors que les modèles de certificats seront intégrés. Comme disait Stéphane tout à l'heure, aujourd'hui, on travaille sur environ 54 ou 56 modèles. Et dès qu'on a validé donc ces modèles qui sont les plus utilisés, ils seront injectés dans le programme et ils seront utilisables par le programme. Donc, s'il est dans le programme, vous l'utilisez. S'il n'est pas dans le programme, vous les retrouvez à ce moment-là dans Expandant 1. Je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Ne pas oublier effectivement que vous avez 2 programmes aussi à votre disposition par rapport donc aux produits carnets. Il y a Trace qui aujourd'hui bascule donc sur Trace NT où là aussi il y a des modalités d'inscription à voir sur le site, en sachant que l'utilisation de Trace NT, c'est bien dès lors que le certificat a été négocié directement entre l'Union européenne et les pays tiers. Ça veut dire que le modèle est utilisable donc par les 27 pays de l'Union européenne, alors que Expandant 2 ne reprend, ou Expandant 1, ne reprend que des modèles effectivement qui sont négociés en bilatéral directement entre la France et le pays tiers. C'est pour ça qu'il y a 2 programmes distincts, puisque l'utilisation des modèles n'est pas le même. Je répète, mais ça a été dit tout au long de la formation, suite à la mise en service donc d'Expandant 2 pour les produits carnets, vous aurez un temps bien sûr pour commencer à aller dans l'outil, et suite à ça, on aura une session de formation questions-réponses où vous pourrez nous poser vos questions par rapport à cette utilisation-là, si vous avez des remarques et des soucis. Donc cette session, on la sera annoncée après, et vous serez mis au courant. Très bien. Je vous signale que vous trouvez donc en fin de sport un rappel sur les adresses d'assistance. Donc là-dessus, on souhaite vraiment être très, très au clair, utiliser les bonnes boîtes aux lettres pour les bons usages. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des problèmes relatifs aux habilitations, c'est bien la balle habilitation qu'il faut utiliser et pas la balle assistance. Enfin, même si, bien évidemment, c'est les mêmes équipes, mais pour nous, pour le suivi, c'est plus pratique. Et donc, quand vous avez des questions relatives à l'utilisation d'un modèle ou ce genre de choses, vous avez besoin qu'on vous apporte un complément d'information, vous rencontrez une difficulté dans l'utilisation de la téléprocédure certificat ou de la téléprocédure agrément, c'est bien la balle assistance.exploitanté à France Actionnaire qu'il faut utiliser.
Voilà. Vous aurez également tous les liens utiles pour retrouver les supports. Donc, vous avez un guide utilisateur accessible normalement sur le site expadon.fr. À la page information et documentation, vous avez pas mal de choses. On va essayer de l'améliorer. Et vous trouverez ici l'essentiel des liens utiles relatifs à nos démarches. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport aux diapos qui sont diffusés. Normalement, vous y avez accès là. J'ai vu des participants qui ont réussi à récupérer la diapo. Normalement, vous avez un bouton télécharger qui est disponible. Qui se présentait comme un petit nuage, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Mais je ne le vois pas, moi. Vraiment pas prêt. Juste une dernière, si tu permets Stéphane, donc TraceNT, c'est bien, je vous disais, dès lors que les certificats sont négociés donc, par l'Union européenne et avec les pays tiers, et donc on a un modèle unique pour les 27 pays. C'est le cas par exemple pour la viande pour Hong Kong, vous retrouvez bien sur Trace, alors que Expadon 1 et Expadon 2 sont les bases qui regroupent les certificats négociés en bilatéral directement entre la France et le pays tiers, et donc le modèle n'est utilisable que pour la France. Voilà pourquoi on a deux programmes et qu'on ne peut pas compiler les deux programmes en un seul. Donc dans l'un comme dans l'autre, vous devez faire une demande d'inscription individuelle et différente dans chacun des programmes. Mais je rajouterais que nous cherchons à rapprocher les expériences utilisateurs, les parcours utilisateurs au sein des deux programmes. Nous nous inspirons beaucoup de ce que font nos collègues au niveau et que notamment sur ces questions de dématérialisation, nous allons les solliciter pour nous permettre d'aboutir rapidement à un système qui soit le plus acceptable possible par les pays partenaires de l'Union européenne afin d'être dans les clous par rapport aux réciprocité. Donc, tout ça pour vous dire que oui, l'objectif de guichet unique, en fait, c'est un peu un vécu, hein, clairement. Mais si on fait bien les choses, vous devriez pas trop le sentir. En tout cas, c'est notre espoir. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Bon, on n'a pas arrivé à faire moins que 2 heures, j'en suis désolé. Nous vous donnons rendez-vous donc a priori plutôt à la mi-novembre. D'ici là, je vous incite à lancer vos habilitations parce que ça peut prendre un peu de temps. Et puis là, on est dans la période scolaire, on a aussi un peu de changement, un peu de turnover au sein de l'équipe, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, si vous voulez utiliser le service rapidement au mois de novembre, il faut pas tarder en matière d'habilitation. Juste une petite remarque parce que j'ai vu la question passer. Suite à la fin de cette formation, vous allez accéder au replay. Donc vous pourrez retrouver la vidéo en entier, ça vous sera envoyé automatiquement. Donc ça, il y a pas de souci sur ça. Et pour les vidéos tutoriels, on va les mettre sur la chaîne YouTube de France Agrimaire. Donc dans les prochains jours, vous pourrez les retrouver. Bien. Merci à toutes et à tous d'avoir eu la patience de nous écouter. Merci Manuela, merci Gabriel pour toutes vos remarques. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci à tous, au revoir.